Madame, Monsieur, bonsoir. Voici votre journal et les titres pour commencer. Les douanes ivoiriennes intensifient la lutte contre la fraude. Les agents du groupe d'intervention et de recherche d'Abidjan ont saisi plus de 33 tonnes de faux médicaments. Ces produits ont été retrouvés dans un entrepôt dans la commune de Port-Boué, ici à Abidjan. Les agents de santé suspendus, ils ont été épinglés lors de l'opération Coup de poing menée contre les agents publics corrompus. Le gouvernement a annoncé ce vendredi avoir prononcé des mesures disciplinaires à l'encontre de 5 agents de santé convaincus de corruption. Et puis l'ancien président du Mali a été inhumé cet après-midi. Ibrahim Boubacar Keïta repose désormais à Sébenikoro au sein de son domicile. Ibeka a dirigé le Mali de 2013 à 2020. Son départ a été précipité par les militaires. Ibeka est mort le 16 janvier dernier, il faut le rappeler. On le disait, la douane ivoirienne vient de saisir plus de 33 tonnes de faux médicaments. Une opération menée depuis le 8 janvier dernier par le groupe d'intervention et de recherche d'Abidjan, GIRA, dans la commune de Port-Boué, à Abidjan. Jean-Jacques Kwamiala. Ce sont plus de 33 tonnes de faux médicaments qui ont été saisis par les douanes après une fouille minutieuse d'un entrepôt dans la commune de Port-Boué. Les agents des douanes ont découvert plusieurs cartons de médicaments prohibés constitués de comprimés, gélules, capsules, ampoules, injectables et flacons de sirop. Ces médicaments ne détenaient aucune autorisation préalable d'importation délivrée par l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique AIRP. Pour le groupe d'intervention et de recherche d'Abidjan, il s'agit d'une importation en contrebande de marchandises prohibées. À l'endroit de contrevenants, je voudrais rappeler que le GIRA a pour mission de surveiller strictement la pantière qui lui est réservée. Ces médicaments que vous voyez sont très dangereux pour la santé publique. Donc nous invitons la population à une franche collaboration avec les services des douanes afin d'endiguer ce fléau. L'opération a permis de dénombrer 1903 cartons de faux médicaments, poids 33,36 tonnes. Pendant ce temps, la lutte contre le coronavirus s'intensifie. Les autorités ivoiriennes mettent tout en œuvre pour stopper la propagation du virus. Un centre de dépistage, un centre d'accueil vient d'ouvrir au parc des sports de Treichville. Ce centre est uniquement réservé aux voyageurs internationaux. Théodore Zouzou, Godefroy Okamawa. Pour répondre efficacement à la demande de tests PCR par les populations et particulièrement des voyageurs, le gouvernement met les moyens. Un nouveau centre de dépistage de Covid-19 est ouvert. Il est contigu au centre de vaccination contre la Covid-19 installé au Palais des Sports de Treichville. En ouvrant ce site de prélèvement, qui est un grand site, qui a une capacité de dépistage de 500 personnes par jour et qui va être uniquement dédié donc, aux voyageurs. Cela va donc permettre de désengorger les autres sites et permettre aux voyageurs de pouvoir disposer de leur test PCR pour pouvoir voyager. Mais à côté de cela, on avait seulement l'Institut Pasteur qui était donc dédié à cela. Le gouvernement a décidé de démocratiser en ouvrant le CEDRES qui est dans l'enceinte donc du CHU de Treichville, qui a aussi une capacité importante de diagnostic qui peut aller jusqu'à 500 tests par jour. Et à terme, qui pourra aller jusqu'à 1000 à 2000 tests par jour. Cette infrastructure qui peut accueillir 500 personnes par jour est constituée d'un hall d'accueil de 16 bosses, dont 5 pour l'enregistrement, 5 pour le prélèvement, des blocs de consultation et un box pour l'isolement doté de 2 lits. Ce centre vient accroître la capacité en termes de réponse en matière de demande de tests liés à la COVID-19. L'opération Coup de poing menée contre les agents publics corrompus donne ses premiers résultats. 5 agents de santé viennent d'être épinglés. Suspension de salaire et d'activité hospitalière, limogeage pur et simple sont entre autres les sanctions en attendant les poursuites pénales. Lanciné Bakayoko nous en parle. Courant octobre-novembre 2021, des investigations préliminaires diligentées dans cet établissement de santé par les vérificateurs du ministère en charge de la bonne gouvernance avaient mis en évidence des cas flagrants de corruption dans nos hôpitaux.
Ces suspects, 14 agents de santé et 2 vigiles, avaient alors été mis à l'index. Mais des enquêtes plus approfondies, consolidées par les services compétents, viennent d'établir la culpabilité de 5 agents. La saisine du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a permis de fiabiliser les investigations à travers des auditions, des mises en cause, des demandes d'explications écrites, des écoutes d'enregistrement audio, des visionnages des vidéos réalisées et la confrontation physique. Vente parallèle de médicaments, facturation des soins réputés gratuits, détournement de frais d'hospitalisation et de patients, notamment vers des cliniques privées, prestations abusives d'examens de laboratoire ou encore surfacturation des prestations sont les manquements retenus contre les coupables. Les 5 agents convaincus de corruption sont en fonction au CHU de Cocody, au CHR d'Abobo, à l'hôpital général de Koumassi et dans les formations communautaires de Port-Boued 2 et à Jefossim Niangon à Yopougon. L'opération de vérification d'allégations sera poursuivie dans les autres secteurs publics, notamment l'administration fiscale, la justice, l'éducation, le transport. Un calendrier a d'ailleurs déjà été établi pour mener la traque au titre de l'année 2022. Bâtir une culture anticorruption, assainir la gouvernance publique, voilà la trajectoire tracée et l'héritage que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, veut laisser à la Côte d'Ivoire de demain. En bref et en image, après San Pedro, la ville de Bondoukou sera la prochaine ville du pays à accueillir une université. Les travaux sont actuellement en cours et le taux de réalisation est de 30%. Ce vendredi, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est allé s'enquérir de l'état d'évolution des travaux. Il a ainsi visité les différents édifices en construction. Le chantier avance selon lui et l'ouvrage sera livré en octobre 2022, conformément à l'annonce faite par le chef de l'État lors de son adresse à la nation pour le Nouvel An. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. La 2e édition des Journées nationales du commerce équitable ouvre la réflexion sur les performances économiques et environnementales des coopératives agricoles via le commerce équitable. Il s'agira de plancher également sur la contribution du commerce équitable dans le développement des coopératives et d'étudier les stratégies de renforcement des capacités des coopératives. Cheikh Koné. Le commerce équitable au cœur de la coopérative. C'est le thème qui a sanctionné cette 2e édition des Journées nationales du commerce équitable. Un concept qui replace les producteurs au cœur du système à travers le respect des principes d'équité et de transparence. Le premier, c'est d'assurer un revenu décent, un prix rémunérateur aux producteurs, donc de s'assurer qu'il couvre le coût de production et qu'il va au-delà pour que le producteur puisse tout simplement vivre décemment de son métier. Ensuite, c'est une prime de commerce équitable qui est remise aux coopératives, des coopératives qui peuvent alors mettre en place des projets communautaires de développement de leur territoire. Ensuite, ce sont des coopératives qui sont organisées de manière démocratique et qui représentent la voix de leurs producteurs membres, qui ont tous une voix lors de l'Assemblée générale et du conseil d'administration. Depuis son introduction en Côte d'Ivoire, le commerce équitable dans le secteur agricole connaît une ascendance inattendue. D'une seule organisation en 2004, on dénombre aujourd'hui plus de 260 organisations des producteurs certifiées en Côte d'Ivoire, représentant environ 300 000 producteurs. Les volumes de cacao vendus aux conditions du commerce équitable sont passés de 25 tonnes en 2004 à plus de 250 000 tonnes en 2020. Selon une étude comparative commandée par le label Fairtrade, les producteurs de cacao du même label ont augmenté leurs revenus de 85% au cours des 4 dernières années. Une avancée saluée à juste titre. Je félicite donc le réseau ivoirien du commerce équitable pour ces journées qui s'inscrivent pleinement dans la politique nationale de préservation de l'environnement. Je voudrais féliciter également toutes les coopératives, les producteurs et productrices qui démontrent chaque jour leur détermination à aller de l'avant dans le sens de l'amélioration de leurs conditions de vie. À l'ouverture de ces journées, une conférence inaugurale sur l'impact du commerce équitable a été tenue. Bien avant, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a visité les exposants dont plusieurs viennent de l'extérieur du pays. Ouvert ce jeudi, ces journées referment leurs portes ce vendredi. Le réseau ivoirien du commerce équitable, REIS,
Initiateur de ces journées est une association d'organisation de producteurs certifiés Commerce Équitable Côte d'Ivoire. Il compte à ce jour 9 coopératives. C'est une bouffée d'oxygène pour les PME ivoiriennes. Le Fonds de solidarité africaine a annoncé hier la mise à disposition d'un fonds de garantie de 60 milliards de francs CFA au profit des petites et moyennes entreprises. L'information a été livrée par son directeur général, Abdoulaye Diallo, à l'occasion de la cérémonie de lancement du nouveau visage de l'institution financière. Dangui. Après avoir rencontré les autorités et le secteur privé ivoirien avec lequel elle a désormais des accords cadres de coopération, la délégation du Fonds de solidarité africain a signé la fin de sa mission sur les bords de la lagune ébriée par la présentation officielle de sa nouvelle identité visuelle. Nous avons pensé qu'il faut voir le logo, le slogan, la charte graphique du Fonds de solidarité africain pour que ça soit contemporain, pour que ça corresponde à l'ambition du FSA aujourd'hui, que ça corresponde aussi aux objectifs qui nous ont été assignés par les États membres. Cette nouvelle identité visuelle inaugure de nouveaux objectifs et défis que se lance cette institution financière. Nos défis, c'est d'abord renforcer nos interventions dans les États membres, en particulier les pays qui sont en paix, qui sont en sécurité et qui ont un potentiel économique qui ne demande qu'à être révélé, comme la Côte d'Ivoire. Un autre défi, c'est l'adhésion de tous les États africains au Fonds de solidarité africain. Le Fonds de solidarité africain existe depuis 40 ans. 14 États africains sont actionnaires de cette institution financière multilatérale dotée d'un capital de 150 milliards de francs CFA. Ils épargnent et ont accès au crédit. C'est le mode de fonctionnement des AVEC, associations villageoises d'épargne et de crédit. Dans la région de la Maraoué, plusieurs villages ont en leur sein des AVEC et l'intérêt pour ces groupements va croissant. Dans ce dossier, Eugène Atoubé et Théodore Zouzou abordent le sujet. Regardons. À la sortie de la ville de Boiflé en direction de Yamoussoukro, il faut parcourir 4 km de piste pour atteindre Ngatakro. Le village laisse découvrir avec fierté les signes de sa marche vers le développement, mais l'aspiration des populations au progrès est encore grande. Entre acquis et besoins, elles tentent à qui mieux de sortir de la pauvreté pour assurer leur propre réalisation. Les femmes notamment, qui exercent leurs activités avec beaucoup de détermination. Aujourd'hui, les associations villageoises d'épargne et de crédit avec leur offrent cette opportunité. En milieu de journée, l'équipe de la direction régionale de la femme, de la famille et de l'enfant est accueillie par les femmes du village. Cette équipe vient superviser la réunion des adhérents de l'une des AVEC que compte Ngatakro. Notre objectif, c'est de voir les femmes autonomes. Elles pourront emprunter de l'argent, aller mener leurs activités. Les parents avaient vraiment des appréhensions. Mais aujourd'hui, ils ont vu le bien fondé de la chose. Ils savent que les structures étatiques aussi sont impliquées. Donc ils pensent qu'ils pourront faire vraiment beaucoup de bonnes choses. Le village de Ngatakro compte 3 associations villageoises d'épargne et de crédit. Les femmes de Ngatakro découvrent la culture de l'épargne et y adhèrent. Par consensus, elles ont fixé à 500 francs CFA le montant de la part à verser par chacune d'elles à chaque réunion hebdomadaire, en plus des 100 francs CFA exigés et également fixés par consensus et obligatoires pour la caisse de solidarité. Aujourd'hui, cela permet de renforcer la cohésion sociale à Ngatakro. Depuis avec est venu, on s'assoit ensemble, on cause ensemble, on a des idées ensemble. Exemple, si moi j'accouche, elles vont aller me regarder. Si je perds mon papa, la même chose. Je perds ma maman, la même chose. À l'entame même des activités, les femmes établissent leur règlement intérieur. Elles déterminent le montant de la part. Ici, elles ont voulu que ça soit 500. Sinon, ailleurs, ça peut être 1000 francs, 2000, ça dépend. Au cours de chaque réunion, une femme ne doit pas excéder les 5 parts. Les associations villageoises d'épargne et de crédit connaissent un développement fulgurant dans la région de la Maraoué, où près de 60 AVEC sont répertoriés.
Dans les Torses, ex-village déplacé du barrage de Kossou, établi dans la sous-préfecture de Boisflé, Atossé fait partie des bons élèves. L'atmosphère est à la fête. L'une des 4 avec que compte le village a mobilisé ses sociétaires pour le partage des parts et des dividendes après une année d'exercice correspondant à la fin d'un cycle. Le numéro 12 a cotisé 101 000, plus les intérêts, ça va à 111 000. Le président des jeunes va lui remettre. Voilà. Dans cette avec du village d'Atossé, femmes et hommes sont sociétaires. Ils vivent un moment d'intense émotion et se félicitent d'avoir vu juste en adhérant à une association villageoise d'épargne et de crédit, malgré ses détracteurs et les mauvaises langues. Il y a d'autres qui sont là, ils disent non, on va bouffer de l'argent, on ne peut pas faire ça. Mais nous, on a pris courage, on dit on va faire. Donc, on a fait ça. Mais aujourd'hui, on sait que 100 000, 35 000, tout ça là, ça nous arrange. Il faut créer les revenus pour pouvoir sortir de la pauvreté et se prendre en charge. Et c'est pour cela que j'ai planté les AVEC dans tous les villages. Avec 500 francs, vous pouvez économiser et puis faire des bonnes choses. Aujourd'hui, l'AVEC dans la région, on peut cibler 280. Ils sont encore nombreux dans les villages de la région de la Maraoué où existent des AVEC, les hommes et les femmes qui hésitent à y adhérer, évoquant des raisons et motivations diverses. Ce n'est pas faute de sensibilisation. Il y a d'abord les préjugés, ensuite l'échec des tontines, les propositions alléchantes des usuriers et enfin la peur de la nouveauté qu'est l'AVEC. L'instrument, pourtant, a considérablement amélioré et changé la vie de ses adhérents à Atossé. Avec l'appui de l'AVEC, on a eu ce projet d'élevage qui nous donne l'engouement même de créer encore d'autres AVEC. Les gens, on leur a demandé de venir, ils ne veulent pas venir. Mais quand ils sont serrés, ils viennent nous demander du crédit. Celui qui n'est pas dedans, on ne peut pas lui donner l'argent. Ils se disent que nous sommes méchants, mais ça, ce n'est pas une méchanceté. Le refus d'accorder un prêt aux personnes non membres des AVEC est une exigence de gestion que toutes les associations villageoises d'épargne de crédit respectent à la lettre. L'objectif recherché est d'amener les adhérents à solliciter des prêts pour développer leurs activités. C'est justement pour cette raison qu'il leur est demandé de maximiser leur part d'épargne pour emprunter plus dans la perspective de projets à réaliser. L'argent doit travailler et ça, c'est cette culture-là qu'on est en train d'inculquer à nos parents. Il faut qu'on ait déjà cette culture de l'entrepreneuriat. Il faut qu'on apprenne à travailler. Pour réussir, là, on ne peut pas réussir un coup. Il y a des fois, on fait l'échec et puis on tire les leçons de l'échec et puis on avance. Nous nous tenons à leur côté et chaque fois qu'elles nous sollicitent, nous sommes présents pour les guider, pour leur donner les conseils qu'il faut pour qu'elles puissent aller de l'avant. À Ngatakro et à Atossé, il y a, à n'en point douter, des femmes autonomisées et épanouies dans une dynamique de relèvement économique grâce aux associations villageoises d'épargne et de crédit. Reste à elles maintenant à développer la prise de risque, à tout nécessaire pour réussir dans leurs activités, générer de revenus et en assurer le développement. Voilà, un dossier de Jeanne Toubé et de Théodore Zouzou. Autre volet de l'actualité, la politique d'orientation du ministère des Ressources animales et halieutiques, expliquée aux agents du ministère depuis hier à Yamoussoukro. Les travaux portent sur la mise en œuvre et le suivi de la politique du secteur sur la période 2022-2026. Charles Tatou. Ces travaux de formation viennent pour mettre à la disposition des directeurs centraux et régionaux du ministère des Ressources animales et halieutiques des techniques et outils nécessaires à une meilleure programmation des activités de mise en œuvre de la politique nationale de développement, de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture pour la période 2022-2026. Avec cette approche, le ministre Sidi Touré veut faire des filières animales et halieutiques une source de croissance durable et de création d'emplois en faveur des jeunes et des femmes, tout en contribuant à la réduction de la faim en Côte d'Ivoire.
Le directeur de cabinet du ministre Sidi Touré exhorte les participants à l'appropriation de ces nouveaux outils. Ces interventions font partie intégrante du programme de gouvernement intitulé Côte d'Ivoire solidaire, politique du président de la République, mise en œuvre par M. Patrick Haché, chef du gouvernement, qui ne ménage aucun effort pour accompagner le ministère des Ressources animales et halieutiques dans ces différentes initiatives. Je vous encourage donc, chacun en ce qui le concerne, à vous impliquer effectivement dans l'appropriation des outils qui seront mis à votre disposition et aussi à vous appliquer à les disséminer auprès de vos collaborateurs. Cette formation, qui prend fin vendredi après-midi, permettra aux participants d'être mieux outillés afin de relever le défi de la transformation de la Côte d'Ivoire en un pays autosuffisant en produits animaux et halieutiques. Le comité de pilotage de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana s'est réuni ce vendredi dans la capitale ghanéenne à Accra, ce en présence du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement durable, Kobina Kwasi Adjumani, et de son homologue ghanéen de l'Alimentation et de l'Agriculture. Les échanges ont porté sur la composition du secrétariat exécutif et la stratégie à adopter, entre autres. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Faire prendre conscience du sexisme et des inégalités entre femmes et hommes pour prévenir les violences, c'est l'objectif de la deuxième réunion annuelle de la branche parisienne de l'International Gender Champion qui s'est tenue à Paris. Euphrasie Kwasi-Yao, conseillère spéciale du président Alassane Ouattara, s'est prononcée sur la politique du genre en Côte d'Ivoire. Éric Ougoury. Euphrasie Yao chez Elisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du Premier ministre français chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Objectif, l'inviter à participer à la célébration des 10 ans du Compédium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Avant de prendre congé de son hôte, la coordinatrice nationale du Compédium a offert une œuvre littéraire écrite par elle à la ministre française déléguée. Un ouvrage de management, mais surtout un ouvrage qui va sortir beaucoup de jeunes de leur situation. Parce que la base de toute réussite, c'est la confiance. C'est de voir l'expérience des uns et des autres. Et j'ai ouvert mon cœur, j'ai ouvert ma vie pour tous ces jeunes qui, à mon avis, après la lecture, auront leur vie transformée. Et c'est l'essentiel. En outre, Euphrasie Yao s'est entretenue avec Louise Michikubo, secrétaire générale de l'OIF, pour parler des 10 ans du Compédium. Nous sommes venus l'inviter, nous sommes venus partager avec elle ce que nous souhaiterions faire. Elle a donné des conseils d'usage et elle a vraiment souhaité que nous fassions une grande activité autour de ce 10e anniversaire en parlant de la valorisation des compétences. Et je pense qu'elle était très heureuse de nous accueillir. Elle a donné son accord de principe qu'on va relever cela au président de la République. Et puis, elle a demandé que nos équipes se mettent ensemble pour travailler, bien sûr avec l'Union africaine. La célébration des 10 ans du Compédium se fera de façon éclatée et va toucher 3 grandes villes de la Côte d'Ivoire, Abidjan, Bouaké et Korogo. Le Compédium des compétences féminines de Côte d'Ivoire vise à la mise en œuvre des résolutions internationales et des normes juridiques nationales en matière de genre. On passe au foot et à la CAN 2021 qui se poursuit au Cameroun. Les éléphants de Côte d'Ivoire, vous le savez, sont qualifiés pour les 8e de finale de la compétition. Les Ivoiriens sont premiers de leur poule. Un rang obtenu de fort belle manière en surclassant l'Algérie 3-1. Une victoire qui réjouit le cœur des supporters rencontrés par Eugène Atobé. Regardons. Nous sommes à 1 heure de l'opposition Côte d'Ivoire-Algérie au quartier Nador, dans la commune d'Abobo, où sont installés de nombreux ateliers d'artisans, soudeurs, mécaniciens, électriciens, tapissiers, tauliers et peintres auto. Les outils ont été mis au repos. Toutes les activités se sont arrêtées le temps de ce match de football. Si dans ce milieu des artisans, chacun y va de son commentaire sur l'équipe de Côte d'Ivoire et notamment la qualité de son jeu, tous se montrent fervents supporters des éléphants et accompagnent l'équipe de Côte d'Ivoire de tous leurs vœux, au nom d'un patriotisme clairement affiché.
Au début, bon, on a titubé, mais au fur et à mesure du temps, je crois que ça va serait encore plus meilleur. Il n'y a pas de petits types. J'étais très mécontent. Parce que la Côte d'Ivoire devait bien garder son but là pour se qualifier normalement. On peut compter sur. On souhaite qu'il aille très loin. Après plus de 15 minutes de jeu, la joie. La Côte d'Ivoire mène l'Algérie. Dans tous les espaces où sont regroupés les supporters, l'atmosphère est à la sérénité. Les éléphants, face aux Fennecs, déroulent leur football. Devant le tube cathodique, pour autant, les supporters des éléphants retiennent leur souffle. Plus le match avance, ils cachent mal leur peur à chacune des actions dangereuses des Algériens. À quelques instants de la mi-temps, le deuxième but de la Côte d'Ivoire, délivrance. Un second but qui ravive l'optimisme des supporters de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens peuvent enfin sortir de leur torpeur. Les visages sont plus riants, le cœur se desserre. Les éléphants nous font plaisir. Il y a déjà 2-0 à la mi-temps. On espère que la fin du match va se passer aussi bien que ça. Il reste moins d'un quart d'heure pour la fin du temps réglementaire de cette opposition Côte d'Ivoire-Algérie. 3-1 en faveur des Ivoiriens. À ce moment précis du match, les éléphants sont toujours assurés de leur première place. Tout patriotes qu'ils sont et supporters Mazo comme ils aiment à le dire, les Ivoiriens sont dans un état de sérénité et de tranquillité. Ils espéraient secrètement cette victoire sur les Algériens, chose faite et avec la manière. On est très fiers des Ivoiriens parce qu'on ne s'attendait pas à ça d'eux. Aujourd'hui, c'est un super match qu'on a suivi de la Côte d'Ivoire. 3-1, c'est vraiment un honneur pour nous. Aujourd'hui, on a prouvé qu'on était là. La Côte d'Ivoire accède au second tour de cette Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Premier de son groupe et renvoyant les Fennecs au pays. Avec la manière, s'il vous plaît. Des cris de joie et beaucoup d'effervescence dans les rues d'Aboubo et de Niassville, avec l'espoir que les Ivoiriens vont se hisser jusqu'en finale. Et pourquoi pas ramener la coupe ici à Abidjan sur les bords de la et briller. En huitième de finale, les Ivoiriens joueront contre l'Égypte, il faut le rappeler. En terminant, bref et en image, l'ancien président du Mali a été inhumé cet après-midi. Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka, repose désormais à Sébenikoro, au sein de son domicile. La journée a débuté avec une cérémonie d'hommage, une cérémonie qui a vu la présence d'anciens ministres et premiers ministres. Le chef de la transition, Assimi Goïta, a été par contre représenté par son premier ministre, Choguel Maïga, en compagnie d'autres autorités de la transition. Un deuil national de 3 jours, à compter de ce vendredi, a été décrété par le président de la transition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellente nuit, toujours sous la protection du Très-Haut. Bonsoir.